Bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo concernant la création donc, du jardin sauvage, du jardin forêt. Donc on va aujourd'hui attaquer, parler un petit peu d'une vidéo qui est assez importante, et qui est même le moment le plus important d'un jardin forêt, qui est la phase d'observation. Donc ici, pour vous résumer, donc on aura largement l'occasion d'y revenir, hein, mais donc ici il y avait une forêt qui a été entièrement récoltée, c'est pour ça qu'il y a quelques souches par-ci par-là. Et en plus, donc après cette forêt a été laissée telle quelle, hein, donc juste récoltée avec les souches, pendant une 8aine d'années à peu près. Et donc il y a une forêt spontanée qui a poussé. Donc on a quasiment pas intervenu, hein, on a juste mis là un bambou par ici, un pêcher par là, par là-bas, enfin très peu de choses. Et donc ici il y avait majoritairement que de la ronce, donc on ne pouvait pas passer. Donc c'est pour ça qu'on a défriché. Pas tous les 2 hectares, mais quelques milliers de mètres carrés pour pouvoir avancer dedans, se faire une idée du terrain. Donc on a éliminé beaucoup de ronces. C'est ces ronces qui ont permis de s'installer, hein, les arbres. Hein. Donc là, l'avantage, nous, c'est qu'on a vu le terrain depuis la forêt jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on l'a vu, on a vu toutes les strates, toutes les couches arriver. Des premières herbes jusqu'aux ronces et aux arbres. On a maintenant des arbres de plusieurs 6-7 mètres. Donc on a pu voir les strates s'installer. Et donc d'avoir maintenant débroussaillé complètement les ronces, maintenant la végétation repousse spontanément évidemment. Mais on a de nouvelles espèces qui apparaissent, qu'on ne voyait pas avant, qui étaient complètement sous l'ombre des ronces. Là par exemple on a mis un mûrier sans épines ici, qui est d'ailleurs une mûre, qui grimpe sur le marceau. Très bonne mûre. Donc on l'a laissé ici, donc il s'installe. Et donc on a du chardon qui ressort, qui va nous ramener du phosphore. On a des orties qui viennent nous ramener de l'azote. On a du bois mort. Donc on a des ratios de carbone, des ratios d'azote qui sont en train de se mettre en place. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a déjà une biodiversité qui est déjà en place en fait. Il y a des couleuvres d'1 mètre qui se promènent par ici, des hérissons comme on n'en a jamais vu. Vraiment très impressionnant. Le but du jeu maintenant, ça va être de réussir à installer un jardin là-dedans, sans dénaturer, ni sans casser le mouvement de la biodiversité. Donc on va déterminer un tracé et on regarde donc tout ce qui pousse. Là on a des fougères qui poussent. Vous verrez un petit peu plus loin là-bas, on a des berces spondyles. Donc en fonction de ça, on arrive à déterminer un petit peu le terrain, les spécificités de terrain. Et donc sur 2 hectares, on a beaucoup de différents emplacements, secs, humides. Là ici, on a mis un goji. Ici, on a une zone humide qui s'installe. On a les ajoncs, la berce spondyle, là on en a qui sont en train de grainer. Là. Et donc on a tout ce secteur-là. Donc là, des orties. On a des iris d'eau qui se mettent en place. Là, on a une zone vraiment humide. On fera certainement un étang ici, une retenue d'eau. Donc les fameux érables taillés en gobelets, hein, donc qui grandissent, hein, évidemment. Et l'avantage de les tailler ainsi, c'est qu'on va avoir des arbres, bon on va pas le faire sur tous, hein, mais sur certains, on essaie d'avoir des arbres les moins hauts possibles, les plus larges possibles, pour pouvoir bénéficier donc de l'humus des feuilles, hein, au pied, tout en ayant des angles de pénétration de lumière qui soient suffisants pour pouvoir mettre donc des fruits et légumes en dessous. Donc là un bambou, un Enonis nigra qu'on a installé ici, qui a l'air de bien se plaire. Alors les bambous, on les a installés il y a plusieurs années pour qu'ils aient le temps de se mettre en place. Et ils commencent seulement à se déplacer vraiment. On les aide un petit peu en les couchant, hein, comme là, quand on a des branches comme ça. Certaines, on les couche. Il y en a une par ici par exemple. On la voit pas forcément, mais en fait là, voilà. On couche le bambou, il le fait naturellement en fait, hein. C'est un mode de propagation, les tiges les plus frêles le font spontanément en fait. Bon, on l'aide un petit peu. En le couchant comme ça, ça lui permet de prendre plus facilement du terrain. Voilà.
de prendre plus facilement du terrain, de s'enraciner plus fortement. Et donc après de faire des cannes plus grosses. Donc là voilà, la zone est vraiment humide ici. Donc clairement un étang serait très bien pour avoir une bonne rétention d'eau ici. C'est l'endroit idéal. On a pu s'apercevoir aussi qu'on avait une source un peu plus haut, une résurgence d'eau au fond des 2 hectares là-bas. Bon, je ne vais pas tout vous montrer en une seule vidéo là. Évidemment, je vous montre juste un petit peu le schéma de réflexion à avoir. Donc là par exemple, après on est ici, voilà, on est toujours dans la zone humide et après on l'est un peu moins. Donc ici on a un chêne, un magnifique chêne. Et là donc on voit que les ronces repartent un petit peu. Donc ici avant il y avait 2 mètres, 2 mètres 50 de ronces. C'est d'ailleurs parce qu'il y avait ces ronces de 2 mètres 50 que ça a permis à ce chêne de sortir. Il a pu émerger des ronces tranquillement. Et les érables là-bas, saules, sureaux, noisetiers, peupliers, tout ça c'est sorti parce que c'était bien protégé à l'ombre des ronces. Maintenant que les ronces ont été retirées, taillées une première fois, elles sont un peu moins vigoureuses et ça laisse la place à d'autres choses comme les chardons ici par exemple, des orties. Et d'ailleurs le chêne pousse bien mieux. Donc ça c'était des arbres qui étaient dans la végétation qu'on ne voyait absolument pas. Alors que c'est un arbre qui fait 2,50 m quand même. Donc voilà, le but du jeu ça va être de déterminer un tracé, un cheminement au milieu de tout ça. Pour planter le plus judicieusement possible les fruits et légumes dont on veut effectuer les récoltes, ainsi que les céréales. Donc les blés anciens, on les fera par petites touches pour déjà répliquer les semences. Parce que c'est déjà assez difficile d'avoir certaines variétés anciennes. On n'en a pas d'énormes quantités, donc on va commencer par en dupliquer les semences. On va commencer avec le seigle vivace qui est très intéressant, donc, qui est un seigle qui repousse spontanément. On le plante une seule fois et après on a du seigle tous les ans. Donc on vous montrera ceci. Là on a une belle passe de chevreuil qui montre que voilà, la biodiversité elle est... Pour l'instant on peut pas faire mieux, on va essayer justement de surtout bien la conserver. Mais voilà, là c'est la passe des chevreuils. Et sinon on se retrouve en zone forêt boisée. Et on a des charbons mais impressionnants qui sortent. Vraiment énorme. Le fait d'avoir enfin de la lumière, de ne plus avoir les ronces, a fait exploser certaines plantes de manière assez surprenante. Donc là un érable, pareil, donc c'était légèrement étêté pour partir moins haut. On est un petit peu sur la zone, le milieu du terrain, donc on ne veut pas trop avoir d'arbres imposants au milieu. On préfère les avoir sur les bords pour bien laisser pénétrer la lumière au milieu. Et donc ici voilà, on a des ronces qui sont reparties, beaucoup moins vigoureuses. Voilà, des ajoncs qui poussent. Donc là on se rapproche toujours de cette zone humide. On le reconnaît bien. Là on voit bien aussi la passe des animaux. Les ajoncs et les herbes couchées comme ça. Donc là voilà la zone bien humide, beaucoup d'ajoncs. On a une souche de l'ancienne forêt. Donc voilà le boulot, on a un beau petit boulot de 4-5 mètres là. On a du peuplier, on a du chêne qui pousse, du sorbier des oiseaux, ça c'est très bien pour nourrir les oiseaux. Noisetier. Donc là on est sur de la repousse complètement spontanée. On n'a rien mis au niveau arbre. On a juste mis un nectarinier, 2-3 bambous, un figuier que j'ai tenté par-ci par-là. Mais sinon voilà, là par contre on a 2 chênes côte à côte. Alors là la grande question, je voulais à la base en déplanter un, mais les chênes n'aiment pas du tout être déplacés. Sachant que après on a un boulot là-bas, mais je sais pas. C'est embêtant d'embêter ce petit chêne là qui est joli comme tout. Mais 2 ils vont se manger la vie. Bon après ça peut faire un petit bosquet aussi.
Donc à voir, dites-nous ce que vous en pensez vous. Si vous laisseriez juste un chêne qui se développe pleinement ou 2 chênes qui font un mini bosquet. De toute façon ça fera un bosquet avec les saules marceaux, bouleaux, peupliers qu'il y a derrière. Voilà, des noisetiers qui font 3-4 mètres déjà. Du sureau. Des taupes. Donc il y a plein de vie ici. Donc là on a une zone beaucoup plus herbeuse. Donc qui sera étudiée justement pour faire déjà un passage et puis peut-être mettre quelques céréales ici à reproduire. En tout cas là ça nous fait déjà en fait un chemin pré-tracé où là on n'a pas d'arbres, des champignons de partout. Voilà, donc là on est vraiment sur une zone sauvage, une repousse spontanée. Donc on a un sol qui est pas mal du tout, avec beaucoup de branches mortes déjà, des déchets de ronces. Enfin ça a fait une couche de BRF en fait, puis on avait déjà beaucoup de bois mort. Donc on a un sol de sous-bois en fait. Donc on a les conditions idéales pour bien démarrer là. Le tout maintenant c'est de limiter la déperdition d'humidité, de trouver un tracé pour pouvoir évoluer dans tout ça, parce que voilà, là c'est les zones les plus accessibles entre guillemets où la repousse a été légère. Mais il y a des endroits où la repousse est beaucoup plus vigoureuse. Un sapin, on va lisser évidemment. Voilà, donc un des petits érables taillés. Je crois qu'il y avait un lapin. Parce qu'on a des lapins aussi. Lapin de Garenne. Un des érables qu'on avait taillé cet été. Pour l'empêcher de monter trop haut. Donc voilà, donc du coup, il change de silhouette. Mais il va monter bien moins haut comme ça. Alors que un non taillé par exemple là-bas, il fait déjà 6 mètres de haut. Donc voilà, on essaye de dégager le milieu. Voilà la berce spondyle. Donc à pas confondre avec la berce du Caucase, qui est une sacrée saleté très dangereuse, avec une toxine très virulente, à ne surtout pas prendre dans les yeux. Donc la berce spondyle y ressemble, mais elle est comestible. Elle a d'ailleurs un petit goût de mandarine. Un petit goût d'agrumes, assez sympathique. Là aussi j'avais fait une expérimentation. Où est-il? Ici j'ai planté un pêcher sauvage. En fonction de ce qu'il donnera, je le grefferai ou pas. On a un pêcher sauvage ici. Donc la nature a bien repris ses droits. Donc là tout ça c'est du framboisier, de la repousse spontanée de framboisier entre guillemets sauvage. Un peu de partout là. Donc notre pêcher maintenant il est suffisamment grand pour pouvoir s'en sortir. Et voilà, donc sinon on est vraiment dans la forêt vierge. Donc après on a de plus grands arbres là-bas. Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc de toute façon on a largement de quoi vous montrer des choses sympathiques pour les mois à venir et les années même. Donc là-bas après on a de la forêt beaucoup plus dense, avec des arbres beaucoup plus imposants. Et ici on va dire qu'on est sur la clairière en fait. C'est pour ça qu'ici on essaye de vraiment pas faire monter les arbres trop haut. Alors, pas trop haut, c'est 5 mètres, 5-6 mètres en plein milieu, puis après ça va de plus en plus grand sur les bords. On le voit bien d'ailleurs, les grands arbres là-bas, ils ne nous gênent pas en fait. Et donc ici voilà de la repousse. Donc elle repousse plus ou moins à certains endroits. Bon, elle est déjà moins vigoureuse, les feuilles sont plus petites, les tiges sont plus petites. Mais bon, si on la laissait faire, ça réenvarierait de nouveau tout. Et puis après, jusqu'à ce que la succession végétale se fasse, il y aurait de nouveau des arbres qui sortiraient et qui créeraient une forêt. Mais nous on l'a vraiment vu, c'est très intéressant. On les a vus la parcelle de forêt s'enherber et puis après avoir des petits arbustes et finir avec les ronces, enfin finir entre guillemets, le stade on va dire prairie avec la ronce qui a donné une atmosphère de sous-bois, et de cette atmosphère de sous-bois, comme là-bas, est sorti après des sapins, des frênes, des noisetiers, des aulnes, des peupliers, des érables.
Et ils ont pu s'installer parce qu'ils étaient déjà dans un noyau de ronces, bien à l'ombre. Et ils ont pu sortir. Donc c'est pour ça qu'on a autant d'arbres ici qui sont sortis. Et qu'à des endroits on n'a quasiment pas d'arbres, comme là par exemple, c'est que du framboisier. Cette zone-là, voilà, la clairière, on va appeler la clairière, il n'y a quasiment pas d'arbres, de manière spontanée. Donc un bon endroit pour planter les céréales, les fruits et légumes. Et voilà. Et les arbres, on pourra faire monter des courges dessus, enfin on va vous montrer ça. Et donc voilà. Pour cette phase d'observation. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la phase la plus importante. Ça va vous éviter plein de déconvenues, d'erreurs de plantation, de ne pas mettre les bonnes plantes aux bons endroits parce que c'est trop, pas assez humide, trop, pas assez exposé. Et donc là, voilà. Donc c'est vraiment, vous êtes à la naissance du jardin sauvage. Et donc on va pouvoir voir ce que ça donne ensemble. Et vous allez peut-être même pouvoir nous aider. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc voilà, là pareil, ça avait été donc... il y avait de la ronce partout. Et maintenant, c'est l'ortie qui prend la place au bord de l'eau. Alors pareil, l'intérêt de ne pas avoir des arbres trop hauts, mis à part le fait que c'est intéressant pour avoir une bonne luminosité, tout en ayant beaucoup de feuilles mortes, c'est que ça peut éviter ce genre de problème-là. Donc là on a un arbre qui a perdu un bon morceau, des fois on a des arbres entiers qui tombent. Hein. On a un arbre entier qui est tombé un peu plus là-bas, un peu plus loin, là-bas, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ça évite ce genre de désagrément parce que ça peut vite devenir dangereux. Bon là l'arbre en l'occurrence il était mort. Mais c'est vrai qu'il faut y penser, quand on a des arbres trop hauts et trop gros, ça peut être dangereux. Là ça fait quand même un beau morceau qui est tombé. Il aurait mieux pas valu être là quand il est tombé. Hein. Donc là pareil, on a une zone qui se réhumidifie de nouveau ici. Donc on fera certainement une deuxième petite mare, là plus pour une petite mare. Ici là. Au milieu des saules. Et donc il y a des plantes qui sortent là, qu'on ne voyait pas avant, qui on voit enfin la lumière, donc des graines qui élèvent de dormance. Et donc on va voir celles qui nous intéressent, plus ou moins. Par exemple la berce est en train de coloniser sévèrement l'endroit. Il y en a un petit peu trop, et elle fait beaucoup d'ombre la berce spondyle. Donc je répète à ne pas confondre avec la berce du Caucase. Hein. C'est vraiment très très dangereux et ça se ressemble pas mal, mais la berce du Caucase est beaucoup plus grande et a des feuilles plus pointues. Il ne reste plus beaucoup de feuilles, mais ça en fait partie. Donc ça, la berce spondyle. Et elle est en train d'envahir et vraiment de coloniser. Le fait d'avoir de la lumière lui plaît beaucoup, elle a de l'humidité. Donc ça sera une plante à contrôler peut-être, à voir comment elle va se développer l'année prochaine, si elle se développe aussi vigoureusement, ou si une autre espèce prend le dessus, on verra ce que ça va donner. C'est toujours très intéressant parce que c'est là qu'on découvre vraiment le terrain, puisque on va dire qu'on n'a quasiment pas interagi. Donc on voit ce que ça donne naturellement. On va pouvoir tester différentes choses, différentes expérimentations de type de but, sans but. C'est un gros laboratoire, un gigantesque laboratoire vivant. Là on a un cerisier sauvage. Donc j'ai fait une greffe à œil dormant. Dessus, on verra ce que ça va donner. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Là en parlant d'arbre qui est tombé, on a celui-ci là qui est tombé là, ça fait un petit moment. Un beau morceau. Voilà. Les ronces reprennent le dessus. Voilà, donc érable, mélèze. Donc on essaye de garder pour l'instant le plus possible d'arbres, de quasiment rien couper, et après de vraiment couper ce qui est strict nécessaire, là où c'est vraiment trop dense, comme là après, là où c'est vraiment rempli d'érable, de saules, donner un petit peu d'air et de soleil. Voilà, de la fougère qui repart.
Bon, ben c'en est tout pour cette petite vidéo. Alors n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez un petit like si vous appréciez. Et puis je vous donne rendez-vous à la suite des épisodes pour le jardin sauvage.